La radio grésillait à travers les interférences pendant que le commandant refermait brutalement le dossier de mission. Aucun horaire de perte probable n'était mentionné. Juste un vide, une absence. À l'extérieur, la pluie martelait la toiture du centre de commandement, tandis que le personnel échangeait des regards lourds de sens. Personne ne survivait à cette ligne de feu. C'était un fait, une certitude, une malédiction. Et puis, un bruit impossible se fit entendre. Loin, presque noyé par la tempête, des battements de rotor, lents, profonds, fantomatiques. Tous les regards se tournèrent vers l'écran radar. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Et si tu crois que ces héros méritent d'être connus, abonne-toi pour ne pas manquer leurs histoires. La pluie continuait de frapper le toit, comme pour annoncer la fin. Sur l'écran tactique, les lueurs bleutées de l'affichage holographique dansaient sur les visages tendus des officiers de la base avancée Marlow & Co. Le plan projeté révélait l'ampleur de la catastrophe. 23 soldats américains pris au piège au-delà de la ligne de feu. La zone d'extraction, un enchevêtrement d'indicateurs rouges, saturé de défenses ennemies. Le colonel Elias Monroe ôta son casque, pinçant l'arête de son nez entre ses doigts. 3 hélicos abattus, 3. Sa voix restait posée, mais la crispation de sa mâchoire trahissait la pression. Aucun pilote ne peut traverser cet espace aérien vivant. Le commandant adjoint, le major Lennox, hocha gravement la tête. Dernier contact avec l'escouade Bravo, enregistré il y a 17 minutes. Ils sont encerclés, dos à un ravin, pas d'issue. Il agrandit une portion de la carte où l'ennemi refermait lentement l'étau. Même avec un hélicoptère prêt, il n'y a nulle part où atterrir. Le terrain est complètement compromis. Un silence pesant s'installa. Seuls les bips réguliers des équipements de communication rappelaient que le temps s'écoulait, impitoyable. La vérité, bien que tue, pesait dans l'air. On allait perdre 23 hommes. Il faut informer le commandement que toutes les options d'extraction sont épuisées, déclara le lieutenant-colonel Barrow, déjà prêt à décrocher le téléphone sécurisé. Je recommande qu'on note cela comme une perte totale probable et qu'on commence à préparer les notifications aux familles. C'est alors qu'une voix s'éleva depuis l'arrière de la pièce, tranchant dans le renoncement général. Je vais les chercher. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Une silhouette trempée venait d'apparaître, à peine éclairée par la lumière blafarde de l'écran. La capitaine Sienna Blake, combinaison de vol détrempée, cheveux sombres plaqués contre son cou, n'avait clairement pas été invitée à parler. Mais elle était là, et elle avait entendu. Quelques soldats échangèrent des regards discrets. L'un d'eux hocha la tête, presque avec respect. Mais les officiers, eux, affichaient surtout de la surprise, voire du scepticisme. « Capitaine Blake » fit le colonel Monroe, fronçant légèrement les sourcils. « Cette réunion est réservée au personnel de commandement. » « J'étais venu remettre un rapport météo quand j'ai entendu parler de Bravo, répondit-elle en avançant d'un pas ferme, ignorant le ton glacial. Je connais ce terrain, je peux les ramener. Un silence tendu s'installa. Puis un ricanement étouffé s'échappa du major Lennox. Avec quoi? Une moissonneuse? Il désigna l'écran. 3 hélicos tombés, les meilleurs pilotes de l'escadre. Aucun n'a traversé cette fournaise. Les yeux de Sienna restèrent fixés sur le colonel. Le Black Hawk de transport, celui arrivé hier de la base arrière, je l'ai inspecté. Il est en état de vol. Cette fois, le lieutenant-colonel Barrow éclata de rire. Ce vieux coucou, il n'a plus de contre-mesures modernes et a à peine passé l'inspection. Il est prévu pour la logistique arrière, pas pour un vol de combat. Mais il a l'autonomie. Et je peux le piloter, insista-t-elle. Elle s'approcha de l'écran et traça une ligne invisible sur la carte. Il y a un passage entre ces crêtes. Les systèmes anti-aériens ennemis ne peuvent pas viser efficacement dans ce couloir à cause de l'interférence topographique. Monroe plissa les yeux, la jaugeant. « Vous semblez en savoir beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas assisté au briefing, capitaine. » Derrière elle, quelqu'un murmura juste assez fort, « C'est Blake. J'ai entendu dire qu'elle avait été suspendue après l'affaire de Ravaner. » Un léger frisson parcourut son épaule gauche, mais elle ne broncha pas. Sur l'écran, la photo du chef de l'escouade Bravo apparut fugitivement. Le capitaine Aidan Reyes. Les yeux de Sienna s'y attardèrent une fraction de seconde de trop. Monroe le remarqua. « Vous connaissez quelqu'un là-bas, capitaine ?» demanda-t-il. « Je sais que ce sont des soldats américains, monsieur, » répondit-elle, le ton égal. Monroe soupira longuement, passant une main sur son front. « Même en admettant que vous puissiez traverser ce champ de mines aérien, il n'y a aucun site d'atterrissage. » « Je n'ai pas besoin d'un site classique, » répliqua Sienna. « Je peux rester en vol stationnaire pour une extraction rapide, même sous le feu. » Le major Lennox secoua la tête. « C'est du suicide.
Je l'ai déjà fait, répondit-elle presque en chuchotant. Un silence total s'installa. Le colonel l'observa longuement. L'affichage tactique, implacable, montrait les forces ennemies se rapprochant. Le temps s'étiolait. « Si je me souviens bien, capitaine, dit Monroe d'un ton mesuré, vous êtes affecté aux missions de ravitaillement, pas au combat. » Sienna soutint son regard. « Oui, monsieur. » L'histoire non dite flottait entre eux. Ce qui s'était passé à Ravanay. Pourquoi une pilote décorée se retrouvait cantonnée à la logistique? La radio du centre grésilla soudainement. Une voix haletante s'imposa. « Ici, Bravo. Besoin d'extraction immédiate. Plusieurs blessés. Ennemis approchant de tous côtés. » Le colonel jeta un œil à l'écran, puis à Sienna. Il sembla vieillir de 10 ans en 10 secondes. « Alors soit, vous avez votre mission, capitaine Blake. Que l'histoire retienne au moins qu'on a tout tenté. » Il se tourna vers l'officier radio. « Notez que l'extraction est autorisée à l'initiative de la capitaine Blake. C'est elle qui en a fait la demande. Que ce soit très clair dans le rapport. » Sienna acquiesça et se dirigea aussitôt vers la sortie. 10 minutes pour préparer l'appareil, lança Monroe derrière elle. Elle ne se retourna pas. C'est tout le temps qu'ils ont. Le hangar résonnait sous le bruit du vent et de la pluie, mais à l'intérieur, la capitaine Sienna Blake se déplaçait avec une efficacité méthodique. Elle inspectait le vieux Black Hawk, celui que tout le monde avait laissé pour mort. La peinture kaki était écaillée, les trappes montraient des traces de rouille, mais les rotors tournaient librement et le moteur répondait. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le chef mécanicien, l'adjudant-chef Matteo Rojas, l'observait, les bras croisés, son scepticisme clairement visible. « Ce tas de ferraille peine à tenir en l'air par beau temps de capitaine. Et vous comptez l'emmener dans une tempête de feu? Il volera, répondit-elle calmement en passant la main le long du fuselage. Il lui reste encore une mission, je le sens. Rojas secoua la tête, mais il l'aida malgré tout à préparer l'appareil. Tandis qu'ils ajustaient les derniers paramètres, un jeune mécanicien s'approcha timidement, tenant quelque chose dans sa main. Il ne devait pas avoir plus de 19 ans. « Capitaine Blake ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « J'ai entendu dire que vous alliez chercher l'équipe Bravo. Mon frère est avec eux, le soldat Liam Dawson. » Il tendit un écusson d'unité. « Est-ce que vous pourriez emporter ça? Pour lui porter chance. » Sienna s'arrêta. Elle le fixa quelques secondes, lisant dans son visage la peur mêlée à l'espoir. Il y avait une ressemblance claire. Elle prit l'écusson et le glissa dans sa combinaison de vol. « Je vous le ramènerai, dit-elle simplement. Tout le monde dit que c'est impossible, » murmura le jeune homme. Le regard de Sienna s'adoucit à peine. Parfois, l'impossible, ça prend juste un peu plus de temps. Elle retourna à ses vérifications. Le jeune mécanicien la regarda s'éloigner, toujours debout, l'air tiraillé entre foi et résignation. En montant dans le cockpit, un éclair fugace de souvenirs traversa l'esprit de Sienna. Une autre mission, d'autres cris, une cabine en feu. Quelqu'un l'appelait, puis elle repoussa ce souvenir. Le passé était terminé, elle était ici, maintenant. La pluie tambourinait contre le pare-brise pendant qu'elle lançait la séquence de démarrage. Les vibrations familières parcoururent la structure de l'hélicoptère alors que les rotors commençaient à tourner, s'accélérant lentement jusqu'à former un flou rapide au-dessus de l'appareil. Ici Blake, demande d'autorisation pour extraction d'urgence. Le poste de contrôle répondit dans un souffle saturé. Blake, ici le contrôle, la météo empire. Dernière lecture radar, le front de feu s'est étendu. Conditions extrêmement instables. Bien reçu, contrôle. La voix du colonel Monroe s'ajouta sur la fréquence, grave et lasse. Officiellement, capitaine, personne ne s'attend à ce que vous y arriviez. Cette opération, c'est juste pour qu'on puisse dire qu'on a essayé. La poigne de Sienna se resserra sur le manche. Compris, monsieur. Je serai de retour dans 26 minutes. Elle pouvait presque entendre les regards dubitatifs dans la salle de contrôle. Personne n'y croyait, sauf peut-être ce jeune mécano qui la fixait depuis le seuil du hangar, une photo chiffonnée entre les mains. Le Black Hawk s'éleva dans un vacarme de métal et de vent, aussitôt malmené par les courants violents. Mais Sienna compensa sans réfléchir, ses instincts prenant le dessus. La base disparut lentement sous elle, ses lumières se dissolvant dans la brume. Au loin, entre les éclairs et les volutes de fumée, on distinguait les lueurs d'explosion, des traits de feu coupant le ciel. La ligne de feu, celle qui avait englouti 3 appareils, celle que personne ne franchissait. Sienna ajusta sa trajectoire, se rapprochant du couloir montagneux qu'elle avait repéré. « Contrôle approche du front, je passe en silence radio. » Elle coupa la liaison, réduisant tout bruit extérieur. Elle était seule maintenant. L'hélicoptère trembla violemment alors qu'elle pénétrait dans le mur de la tempête. La visibilité tomba à presque rien. Elle ne volait plus avec ses yeux, mais avec ses mains, ses souvenirs, son instinct. Elle connaissait cette topographie. Elle avait volé ici avant. Les premiers tirs anti-aériens surgirent sans avertissement, de longues gerbes lumineuses déchirant la nuit.
Sienna piqua brusquement, rasant le relief à quelques mètres, là où les canons ennemis ne pouvaient pas la suivre. Un tir frôla la queue de l'appareil, le déséquilibrant. Le Black Hawk vrilla brièvement, et elle dut mobiliser toute sa force pour reprendre le contrôle. Muscles tendus, visage crispé, elle murmura à l'appareil « Allez ma belle, encore un peu !» À la base, 15 minutes s'étaient écoulées. Dans la salle d'opération, chacun fixait l'horloge. Aucun signal, aucune transmission. Son transpondeur avait disparu des radars à peine entré dans les montagnes. « Cela fait 15 minutes ?» annonça Barrow, le ton plat. Aucune chance qu'elle s'en soit sortie. Le colonel Monroe hocha la tête avec tristesse. Notez l'heure de la perte probable de l'appareil et du pilote. L'opérateur radio s'exécutait déjà quand il s'arrêta, fronçant les sourcils. « Monsieur ?» Monroe releva la tête. « Quoi ?» J'ai cru entendre quelque chose, un instant. Des rotors, très faibles. Hallucination, répliqua Lennox d'un ton sec. Rien ne peut survivre là-dehors. Non, insista le radariste, fixant son écran. J'ai une signature. C'est l'appareil de Blake. À cet instant, dans un grondement presque surnaturel, le bruit de rotor fendit l'orage. À l'extérieur, malgré la pluie, les soldats se précipitèrent sur le tarmac, les yeux levés vers le ciel noyé. Et soudain, surgissant d'un mur de fumée et de nuages, un hélicoptère apparut. Boîtier noirci, fuselage criblé d'impact, une pale visiblement endommagée. Mais il volait, il revenait. « Je n'y crois pas !» souffla Lennox, les yeux écarquillés. Le Black Hawk tanguait dangereusement, perdant de l'altitude. Le personnel au sol agitait frénétiquement les bâtons lumineux pour guider l'atterrissage. Sienna, les dents serrées, lutta pour maintenir la trajectoire. L'appareil toucha le sol durement, les trains d'atterrissage gémissant sous le choc. Les rotors ralentirent progressivement. Les moteurs expirèrent dans un râle mécanique. Le silence revint. Tous restèrent de figés, les yeux rivés sur la porte latérale, attendant qu'elle s'ouvre, attendant qu'elle sorte. Monroe fut le premier à bouger. Il se précipita vers l'hélico, criant déjà aux médecins de se tenir prêts, persuadé que des blessés allaient des sortir. Il ouvrit la porte. La cabine était vide. Le colonel Monroe resta figé, les yeux écarquillés face à l'habitacle désert. Il grimpa à l'intérieur, comme s'il s'attendait à découvrir des soldats dissimulés dans un recoin, un indice, une trace de leur présence. Mais il n'y avait rien, rien sauf quelques douilles oubliées qui roulaient sur le plancher métallique. Aucun blessé, aucun survivant, et aucune trace de la capitaine Blake. « Colonel !» appela un infirmier qui avait contourné l'appareil pour examiner le cockpit. « Vous devez voir ça !» Monroe descendit et traversa l'hélicoptère. Le siège du pilote était vide. Le tableau de bord clignotait faiblement, certains témoins encore alimentés par les circuits de secours. Sur le siège, il trouva un drapeau américain plié de travers, taché de sang, comme replié à la hâte. À côté, sur la place du copilote, un petit disque de données et une note manuscrite. Monroe s'en saisit. Ses mains restaient étonnamment stables malgré la tension qui grimpait en lui. Il lut le mot en silence et la couleur se retira lentement de son visage. « Qu'est-ce que ça dit, monsieur ?» demanda le médecin avec inquiétude. Monroe ne répondit pas. Il glissa le mot et le disque dans sa veste et sortit du cockpit. « Sécurisez cet appareil. Personne ne le touche sans mon autorisation. Mettez un garde devant. » De retour dans la salle de commandement, portes verrouillées, seuls ses officiers de confiance présents, Monroe inséra le disque dans un terminal sécurisé. « Je ne sais pas encore ce qu'on a reçu, annonça-t-il à voix basse, mais la capitaine Blake estimait que ça valait la peine de risquer sa vie. » L'écran se remplit de fichiers. Images satellites, coordonnées, journaux d'opération, communications codées. Beaucoup portaient des niveaux de classification supérieurs même à ceux du colonel. Des documents que Monroe n'aurait jamais dû pouvoir consulter. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura le lieutenant-colonel Barrow en s'approchant. L'officière du renseignement, capitaine Nora Everly, était restée figée devant l'écran. « Mon colonel, dit-elle d'une voix atone, ce sont des dossiers d'opération provenant d'un site qui n'existe officiellement pas. » Monroe se tourna vivement vers elle. « Expliquez. » Everly prit une grande inspiration. « Les coordonnées ici sont à un peu plus de 2 kilomètres du dernier point connu de l'escouade Bravo. Aucun point d'intérêt n'est référencé là-bas sur nos cartes, mais il y a bien quelque chose. Montrez-le, ordonna Monroe. Elle ouvrit une image satellite, un complexe dissimulé dans une vallée encaissée, camouflé, hors de toute vue standard. Qui a autorisé une opération dans notre secteur sans en référer à la base? Personne ne répondit. Personne ne le pouvait. Officier radio, lança Monroe. Mettez-moi en communication sécurisée avec le général Delacroix, immédiatement. Pendant qu'ils attendaient la connexion, Everly poursuivit l'analyse des fichiers.
Mon colonel, il y a aussi des fiches de personnel ici. Des soldats américains portés disparus depuis 3 ans. Tous dans différents théâtres d'opération. Monroe se pencha au-dessus de son épaule. Il reconnut des visages, des noms. Ils ne sont pas portés disparus. Ils sont détenus dans ce complexe. Mais détenus par qui? Interrogea Barrow. Monroe allait répondre quand une image lui revint. Celle de Sienna observant la carte tactique plus tôt dans la journée. Elle n'avait pas fixé le point où se trouvait Bravo. Elle regardait ailleurs. Il l'avait pris pour de la concentration sur le relief. Mais maintenant, il comprenait. Elle savait pour ce site, murmura-t-il. C'est pour ça qu'elle a insisté pour y aller. La ligne sécurisée bipait. Le visage du général Delacroix apparut à l'écran, l'air agacé. Cela a intérêt à être important, colonel. Je suis en plein point avec le haut commandement. Monroe leva le disque. Monsieur, nous avons reçu des données prouvant l'existence d'un site de détention illégale dans notre zone d'opération. Des soldats américains y sont retenus. Delacroix ne broncha pas. Mais ses yeux changèrent légèrement. Où avez-vous eu cette information? De la capitaine Sienna Blake, monsieur. Elle a pris un hélicoptère pour tenter une extraction d'urgence. L'appareil est revenu sans elle, transportant ce disque. Un silence, infime, mais trop long. La capitaine Blake était affectée à des tâches de transport logistique. Elle n'avait pas l'autorisation pour une mission de combat, dit finalement le général. Je l'ai autorisée vu la situation d'urgence, répondit Monroe. Erreur de jugement, colonel. Elle a été sanctionnée après l'opération de Ravanais. Vous le savez. Justement, répliqua Monroe, ce qui s'est passé à Ravanais est entouré de contradictions. Et maintenant, avec ces nouvelles données, je veux comprendre. Le silence s'éternisa. Puis Delacroix parla plus bas. C'est classifié, hors de votre portée. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'ai 23 soldats en danger, une pilote disparue, et la preuve d'un site noir opéré en secret. Je demande des réponses. Le visage du général se durcit. Verrouillez cette information, colonel. N'allez pas plus loin. Une équipe viendra récupérer les données. Concernant la capitaine Blake, il marqua une pause. Elle a fait son choix. Et la communication fut coupée. Monroe fixa l'écran vide, les mâchoires serrées. Puis il se tourna vers la capitaine Everly. « Dites-moi tout ce qu'il y a à savoir sur Ravanais. Maintenant. » Elle hocha la tête, tapant une série de codes qui firent nos froncèrent bien des sourcils autour d'elle. Mission classifiée, 2 ans plus tôt, la capitaine Blake transportait des individus présentés comme des combattants ennemis de haute valeur. Son appareil a été abattu. Elle a été retrouvée 48 heures plus tard. Les prisonniers portés disparus. Et la version non officielle, demanda Monroe. Everly ouvrit un fichier qu'aucun d'eux n'aurait dû voir. Les prisonniers étaient en réalité des agents américains, enlevés, destinés à être transférés vers un site d'interrogation non référencé. Blake a découvert la vérité. Et au lieu de suivre les ordres, elle a dévié de sa route pour tenter de les ramener dans une base régulière. Elle a été abattue par nos propres forces, confirma Everly. Elle a réussi à poser l'appareil, a tenu 48 heures avec eux, et ils ont été récupérés par une mission de recherche classique. Monroe sortit la note retrouvée dans l'hélicoptère et la lut à voix haute pour la première fois. Ils ne sont pas les seuls. Site B. Autorisation nécessaire. Extraction dans 48 heures. Le silence s'abattit. L'implication était claire. Elle voulait qu'on agisse, qu'on aille les chercher. « Attendez !» souffla Barrow. « Le capitaine Reyes, le chef de l'escouade Bravo. Il faisait partie de cette mission de recherche à Ravanais, pas vrai ?» Everly acquiesça. C'est lui qui l'a trouvé et a ramené les agents. Monroe comprit alors. Quand elle a vu que c'était son unité piégée à côté de ce site, elle a vu l'occasion, pas seulement de sauver des soldats, mais de révéler enfin la vérité. Le radariste leva brusquement la tête. « Colonel, j'ai recalculé la trajectoire du Black Hawk lors de son retour. L'appareil était en mode pilote automatique. Elle l'avait programmé pour revenir vide. » Monroe fixa l'écran. Elle n'avait jamais eu l'intention de revenir avec eux. « Mais pourquoi ?» demanda Barrow, déconcerté. « Pourquoi rester là-bas ?» Elle aurait pu être un héros, rien qu'en les ramenant. Le colonel baissa les yeux vers la note froissée dans sa main, puis vers la photo du capitaine Reyes encore affichée sur le panneau de contrôle. Sa voix fut plus douce. Parce qu'il y a des choses qu'on ne laisse pas derrière. Ces mots, il les avait déjà entendus. Lors de la commission disciplinaire, après Ravanais, Sienna, face aux officiers, avait tenu bon. Ce n'étaient pas des erreurs, monsieur, c'était des vies. Ses propos avaient été rayés du compte-rendu officiel. Mais Monroe s'en souvenait. Il se redressa. « Capitaine Everly, je veux tout ce que nous avons sur ce site. Barrow, préparez un plan d'extraction. On a 48 heures. » Barrow blêmit. «
Mon colonel, le général Delacroix, a explicitement interdit toute action. Je sais ce qu'il a dit, coupa Monroe. Mais je sais aussi que nous avons des soldats piégés et des citoyens américains détenus illégalement dans un complexe secret. Et je ne vais pas les abandonner. Le centre de commandement s'activa aussitôt. En moins de 24 heures, la base Marlowe Echo s'était transformée en une ruche frénétique. Satellites redirigés, équipements déplacés, équipes préparées, Monroe restait au cœur de la manœuvre, l'extraction aurait lieu. Et elle se ferait à leur manière. Dans le nouveau QG tactique, Monroe observait les images satellites obtenues grâce au relais piraté par Everly. Elle pointa l'écran. 23 signatures thermiques à la position de Bravo, ce qui suggère qu'ils sont tous encore en vie. Le complexe identifié comme site B enregistre plus de 30 signatures, probablement une combinaison de gardes et de détenus. Et Blake? Everly hésita. Une seule signature semble se déplacer entre les deux emplacements. Basée sur les trajectoires, je pense que c'est elle. Elle organise les secours là-bas, elle les tient en vie. Monroe se tourna vers les commandants des unités d'intervention. Vous connaissez les risques. Si vous participez à cette opération, vous enfreignez un ordre direct. Il y aura des conséquences. Vos carrières ne seront peut-être jamais les mêmes. Un silence, mais personne ne quitta la pièce. Bien, fit-il simplement. Major Lennox, vous dirigerez l'extraction de l'escouade Bravo. Capitaine Everly, vous prendrez une unité spécialisée pour infiltrer le site B. Priorité, discrétion maximale jusqu'au contact. On ramène tout le monde. Un jeune lieutenant leva timidement la main. Et la capitaine Blake, monsieur? Monroe le fixa droit dans les yeux. Elle est une cible prioritaire d'extraction. Sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible. On ne la laisse pas derrière. La réunion se dispersa, les équipes courant aux derniers préparatifs. Monroe, seul, resta un instant face à la carte numérique affichant l'itinéraire que Siena avait emprunté. Un chemin qu'on croyait impossible, jusqu'à ce qu'elle prouve le contraire. Everly revint avec un dossier. J'ai terminé l'analyse du dossier militaire de la capitaine Blake. Monroe ouvrit le dossier. Photo officielle. 3 croix de l'aigle. Mission en 4 zones de guerre, première de sa promotion à l'école de vol. Ça, ce n'est pas le dossier d'une pilote logistique, dit-il. Non, monsieur, acquiesça Everly. Après Ravanay, ils n'ont pas pu la renvoyer, trop compétente, trop visible. Alors ils l'ont rangée au placard, en espérant qu'elle n'ose plus jamais rien. Monroe referma le dossier. Elle n'a pas été suspendue pour incompétence. Elle a été réduite au silence. Il prit la tablette qu'elle lui tendait. Les données que Siena avait transmises, identité de prisonnier, méthode d'interrogatoire illégale, violation du droit humanitaire, et tout était authentique. Et Delacroix savait, murmura Monroe. Il lui rendit la tablette. Faites des copies. Sûr, si quoi que ce soit nous arrive là-bas, ces preuves doivent survivre à tout. Oui, colonel. 12 heures plus tard, sur la piste des Trempés, 5 hélicoptères Blackhawk se préparaient à décoller. Contrairement à celui que Siena avait utilisé, ceux-là étaient armés jusqu'aux dents, équipés des meilleures contre-mesures. Monroe marcha jusqu'au premier appareil. Le major Lennox effectuait ses dernières vérifications. « Vous avez le trajet ?» Lennox hocha la tête. « Les données du vol de Blake nous ont donné une trajectoire sûre. Si elle l'a fait, on peut le faire aussi. Bonne chasse, major. Ramenez-les tous. » Les hélicoptères s'envolèrent dans le ciel noir. Monroe retourna au poste de commandement pour suivre l'opération. Les prochaines heures décideraient du sort des soldats, mais aussi de son avenir et de celui de tous ceux qui avaient choisi d'agir malgré les ordres. Le vol se fit à basse altitude. Les 5 appareils suivaient la trajectoire de Siena, naviguant entre les crêtes comme des ombres. Quelques tirs les frôlèrent, mais grâce aux informations précises qu'elle avait laissées, ils évitèrent le pire. L'escouade Bravo n'attendait pas passivement. Emmenée par le capitaine Reyes, elle avait établi une position défensive, réutilisant le terrain et du matériel récupéré. Autour d'eux, protégés, se trouvaient non seulement les soldats de l'unité, mais 17 autres personnes. Les prisonniers libérés par Siena du site B, elle-même était là, fatiguée, blessée, mais debout, organisant un poste de triage improvisé. Quand les hélicos apparurent, elle se redressa, lentement. Le sang tachait son uniforme, mais son regard restait clair. « Vous êtes en avance de 43 minutes, major », lança-t-elle, esquissant un sourire. Lennox la fixa, bouche bée. « Comment diable avez-vous réussi ça, Blake ?» Avant qu'elle ne réponde, Reyes arriva en boitant. Elle a surgi du ciel comme un fantôme en pleine fusillade. Elle a embarqué tous ceux qui pouvaient bouger, puis est revenue pour les autres. Un soldat ajouta « Elle a fait 3 voyages, sous le feu. Puis elle a découvert le complexe.
Elle a dit qu'il y avait plus de captifs, et elle est repartie seule pour les libérer. Sienna les laissa raconter. « Unité d'extraction à elle seule », résuma Reyes. « Je fais juste mon devoir, monsieur », souffla-t-elle. « Votre devoir, c'était la logistique », répondit Lennox sans colère. « Mais vous avez ramené tout le monde. Mon devoir, c'est de ramener les nôtres, tous. » Pendant que les blessés embarquaient, Everly revint de son exploration du site B. Complexe sécurisé, dossier récupéré. Il y avait des civils, des soldats, tous américains, interrogés illégalement. Le quartier général s'en occupera. Nous, on les ramène. Sienna fut la dernière à monter. Elle jeta un dernier regard vers la vallée, comme pour s'assurer que plus rien n'y resterait. Lennox l'observa. « Vous saviez pour ce site, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez insisté. » Elle hocha la tête. Après, Ravanais, j'ai vu des motifs. Des disparitions, des noms effacés, des rapports manquants. Quand j'ai vu que l'équipe Bravo était piégée si près, j'ai su. Vous avez risqué la cour martiale. Certaines choses valent qu'on prenne des risques. 3 jours plus tard, à la base Marlowe Echo, Monroe relisait les rapports. Les données du site B avaient été transmises à des sénateurs, à l'inspecteur général, à des journalistes. Le général Delacroix avait été suspendu. Sienna entra, bras en écharpe. « On m'a dit que vous vouliez me voir, monsieur. » Il lui tendit un document. « Votre conduite à Ravanais vient d'être officiellement réévaluée. Vous êtes décoré pour héroïsme exceptionnel et pour l'opération Bravo, vous recevrez la médaille d'honneur. » Elle regarda le papier sans l'ouvrir. « Et les prisonniers? Débriefés, libérés. Le site est nié par le commandement. Mais la vérité circule. Je ne veux pas de reconnaissance, dit-elle. Vous n'en avez pas besoin, mais vous la méritez. » Une semaine plus tard, toute la base était réunie. Les soldats de Bravo étaient alignés, les anciens détenus également. Monroe lut les citations. Certaines parties avaient été effacées, mais tous savaient. Après la cérémonie, le jeune mécanicien la rejoignit. Son frère, sauvé, lui avait raconté les vols, le feu, le courage. Il tendit à Sienna l'écusson qu'elle lui avait rendu. Il était brûlé sur les bords, mais intact. Tout comme la pilote qu'il avait portée. Certaines choses, on ne les laisse pas derrière.